Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va revenir sur deux sujets. Tout d'abord, est-ce qu'on a enfin la fin du conflit? La baisse qui était annoncée est-elle annulée? J'adore ce petit titre parce que on attendait la baisse, on allait baisser encore plus, etc. Fin mars, début avril, il fallait vendre pour acheter plus bas. Il y avait beaucoup de rouge quand je dis ça fallait, il fallait, c'était les médias, la peur répandue, etc. Évidemment, on a été nombreux dans la communauté sur YouTube, etc., à acheter la baisse. Et maintenant, on est revenu par loin des plus hauts historiques. Du coup, je fais quoi? On va en reparler un tout petit peu de fondamental. Et ensuite, du coup, parmi les choses que je fais, il y a le fait d'analyser et de toujours chercher la prochaine entreprise que je vais rentrer en portefeuille à un prix qui m'intéresse. Là, vous voyez le S&P 500, hein, donc on va revenir sur les plus hauts historiques. Et c'est ce qu'on va faire. On va s'attaquer à Mastercard, entreprise qui a bien corrigé. La valo commence à baisser, donc pertinent, et donc se concentrer sur l'essentiel, analyser et acheter pour le long terme. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, je vous ai fait une vidéo ce matin, la grosse vidéo du lundi, sur laquelle on repasse sur portefeuille, achat, état d'esprit en ce moment, etc. N'hésitez pas à aller la voir. Et pour ceux que ça intéresse, pour avoir du contenu au-delà de YouTube, des vidéos en plus, nos posts au quotidien, ça fait bientôt 1 an que je poste tous les jours. C'est un petit peu mon carnet de bord d'investisseurs avec tous nos échanges. N'hésitez pas, c'est sans engagement, donc en plus au bout d'1 mois, vous pouvez continuer ou repasser que sur YouTube sans trop de friction. Et pour ceux qui veulent aussi de la formation, elle est disponible, celle-ci a été mise à jour il y a quelques mois, et elle est disponible avec l'abonnement annuel. Et évidemment, comme d'habitude, c'est donc un cas de conseil en investissement, et on attaque avec la vidéo. Alors, cette volatilité en bourse, la hausse, la baisse, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, bien malin, celui qui sait, déjà, tant que c'est pas officiel, apparemment l'accord qui aurait été négocié n'est pas encore signé, ce serait vendredi, peut-être, on va voir, ça a été annoncé de nombreuses fois, puis c'est tombé à l'eau, puis c'est revenu sur la table, etc. Et si ça se trouve, je vous fais une vidéo dans quelques heures avec une information qui en contredit une autre, ou celle-ci, et cette petite phrase, elle vient d'une autre vidéo d'il y a un peu plus d'1 mois, où je l'avais déjà dit, et c'est allé dans tous les sens. La réalité reste la première victime, par contre c'est à notre avantage, si ça offre des points d'entrée sur les actifs qu'on souhaite acheter, et en parlant d'actions individuelles, d'analyser, de trouver les bonnes affaires du moment, etc., aujourd'hui on va faire Mastercard, je continue, c'est le travail de fond qui est important, et la volatilité au quotidien, elle est là pour nous permettre d'acheter ces entreprises, c'est la petite phrase que je dis souvent, le mouvement en bourse n'est pas à l'origine de l'analyse. Ce qui est à l'origine de l'analyse, c'est qu'on aime l'entreprise, qu'on aime le modèle économique du business, et ensuite le mouvement de l'action, c'est juste l'élément déclencheur de l'achat. Mais en soi, qu'une action monte de temps ou baisse de temps, qu'est-ce qu'on en pense? Pour moi, ça n'a pas grand-chose à faire au début de l'analyse. Mais bon, c'est un débat pour une autre vidéo. Maintenant, quelle sera la prochaine peur? Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Hein. L'inflation, alors... Le narratif, c'était qu'elle revenait. Là, vu ce qui se passe sur le pétrole, qui a corrigé fort, je vais vous le montrer. C'est peut-être un narratif qui va disparaître. D'ailleurs, super timing, la Banque Centrale Européenne qui vient de nous monter les taux, bref. Content pour la Banque Centrale Américaine qui, du coup, j'imagine, va faire le statu quo. Il y a les narratifs sur les obligations, les taux qui remontaient il y a encore peu, les élections qui arrivent aux États-Unis, ça fait de la volatilité. Généralement, ça peut arriver à la rentrée, ce sera après l'été. Et pourtant, on est sous les plus hauts historiques. Donc, on s'en prendra une autre de baisse, vous inquiétez pas, on s'en est pris plein cette année, ça arrive régulièrement, personne ne sait quand, et si on a cru qu'avril c'était la bonne pour vendre et racheter plus bas, on vient de rater toute la hausse, je peux vous montrer le Nasdaq aussi, donc surtout restez investi parce que compliqué, si le 27 de souvenir ça a vendu, parce que c'est plus le plus 33% là sur le Nasdaq, faut pas le rater, hein. On sait que rater les meilleures journées en bourse sur le long terme c'est pas incroyable pour la performance. Bref, je me répète souvent ici, beaucoup le savent, mais je me permets de me répéter en ces débuts de vidéo, et d'ailleurs vous avez toujours le sommaire pour passer à la partie qui vous intéresse, simplement parce qu'on est toujours des nouveaux arrivants, on a plus ou moins traversé en bourse, et donc je pense que c'est important de remettre un petit peu les informations, surtout dans ces moments de mouvements violents sur les indices, quand les indices ils font plus 0,5, moins 0,5% sur un jour. Bon, je fais pas ce genre de vidéo, mais là on est quand même sur un plus 3,10% sur le Nasdaq, c'est des mouvements violents. De mon côté, prise de value partielle ou totale, que je considère pour remonter un peu mes niveaux de cash, je suis allé sur les plus hauts, et pourtant ça m'amuse, et c'est un peu l'ironie de cette vidéo. Sur le Fear and Greed Index, on est toujours en peur, c'est toujours comme ça, je vous montre tout le temps ce graphique, ça a tendance à vendre quand c'est en train de baisser pour racheter plus bas, et puis quand ça remonte, ça se met à racheter parce que finalement la peur est annulée. Essayons de nous protéger de nos émotions. Comme le disait Benjamin Graham dans le livre Investisseur intelligent, essayons de ne pas être notre pire ennemi.
Sur le long terme, l'histoire se répète et mon objectif, c'est clairement de trouver des entreprises qui vont avoir leur flux de trésorerie disponible, donc le cash généré qui va monter, et le marché, un jour, me paiera un ratio de cette capacité à générer du cash. Et donc, à moi d'acheter les entreprises qui vont générer de plus en plus de cash dans le futur à un bon prix aujourd'hui. D'où la recherche et l'analyse d'une nouvelle action très régulièrement. On va faire Mastercard aujourd'hui, je commence à l'étudier notamment parce que beaucoup parmi vous s'y intéressent dans le school. Mastercard, c'est une entreprise technologique qui gère un réseau mondial de paiement sécurisé en concurrence avec Visa, qui est l'autre gros acteur de ce secteur. Elle sert d'intermédiaire pour traiter et autoriser instantanément les transactions électroniques entre les banques des acheteurs et celles des commerçants. Cette entreprise a aussi été discutée, là je vous ai mis les extraits d'un post et d'un commentaire qu'on faisait ensemble. On papotait du coup de Visa et Mastercard dans les commentaires et des stablecoins, parce qu'il y a beaucoup de peur avec les systèmes de paiement qui évoluent, etc. Et j'ai amené ma petite réflexion là-dessus, que je tiens à vous partager aussi, parce que justement, je ne serais pas choqué qu'ils doivent prendre le tournant, parce que quand je voyage notamment, je vois ce genre de choses. Et c'est ce que je disais ici, il ne faut pas que ces entreprises ratent le tournant sur les autres méthodes de transaction. Par exemple, si un commerçant en voyage, et je l'ai vu dans de nombreux pays, me demande du stablecoin, ou si quelqu'un veut me rembourser en stablecoin parce que peut-être que la carte bancaire française ou américaine ou canadienne ou suisse ou belge ou ce que vous voulez, on est à travers le monde entier des francophones, peut-être qu'elle ne fonctionne pas avec une carte bancaire d'une personne qui vient, je sais pas, de Chine et qui est avec UnionPay. Et donc les transferts de compte à compte, bonne chance. J'ai essayé de le faire à l'époque, et d'ailleurs c'était une des parties de ma thèse d'investissement au départ sur les cryptos, il y a de nombreuses années quand j'ai essayé de transférer de l'argent de la Chine à la France. Et mars 2020, je me suis pas mal intéressé notamment à une petite crypto qui s'appelle Bitcoin. Bref, que Mastercard et Visa ne se mettent pas en barrière à l'évolution technologique et technique, mais qu'au contraire, ils facilitent les choses. Je sais pas, imaginons dans un futur plus ou moins proche, un commerçant dans un pays me présente un terminal de paiement lié à son compte crypto, que je puisse faire un sans contact avec ma carte française ou peu importe le pays, et que Visa ou Mastercard gère tout, que lui reçoive ses cryptos, que moi se soit retiré du compte, qu'il soit un facilitateur de paiement. De la même façon, imaginons si un employeur veut payer ses employés en stablecoin, et que les banques standards ne le font pas. Je sais pas, est-ce que Visa et Mastercard pourraient innover là-dedans, même si c'est pas tout à fait leur secteur, on va me dire que c'est de la transaction, j'essaie de réfléchir à des choses. Et si les banques prennent du retard, j'espère que Visa et Mastercard, eux, vont pas prendre du retard, parce que c'est peut-être des anecdotes que je partage, et encore j'aime bien voyager, j'ai fait pas mal de pays, et j'ai vécu dans plusieurs pays. Il faut à tout prix que ces entreprises adoptent les nouvelles technologies, parce que dans tous les cas, ça avance. Et plutôt que de bloquer et mettre de la friction par peur de se faire disrupter, il faut qu'ils s'attaquent au dilemme de l'innovateur, quitte à se disrupter en partie eux-mêmes. Et si Visa et Mastercard le font, je pense que c'est des entreprises qui ont un bel avenir. On va aller regarder les chiffres du coup ensemble du business. On en parle notamment parce que ça baisse bien. Je vais vous le montrer ici. Et j'avais fait une vidéo il y a 6 mois dessus dans le school, et vous voyez, on était sur les $540. Et à l'époque, on avait fait un prix cible et on disait qu'elle était un peu chère. Je voulais m'y réintéresser, ou en tout cas ressortir pour une analyse plus poussée de souvenirs sous les 500. Et il y a beaucoup de monde qui a ressorti l'analyse entre temps, parce que justement, on l'a trouvé trop cher. C'était combien, je vous ai dit? À 545. Trop cher, mais entre 545 et 480, il y a encore un moins de 11% qui s'est installé, et on a eu jusqu'à moins 13, moins 14, donc ça fait quand même la différence. Et c'est pour ça que je la ressors aujourd'hui. Alors, avant tout, un Mastercard payeur de dividendes qui a un rendement qui alors a beaucoup baissé au bénéfice de la hausse du titre, mais quand ça s'achetait il y a encore 10 ans, on était sur des rendements de plus de 3%. L'entreprise explose le S&P 500 avec les dividendes investis sur 10 ans. Sur le court terme, ils se tiennent, hein. Le S&P 500 fait un peu mieux là depuis 2-3 ans, mais ça va. Mastercard n'a pas à rougir, et surtout belle augmentation du dividende dans le temps. Pourquoi je vous montre le dividende en premier? Parce que quand c'est une entreprise à dividende, je vais vérifier qu'ils peuvent le payer, qu'ils peuvent l'augmenter dans le temps, etc. Qu'est-ce qu'ils font de leur cash en gros.
On continue. Alors avant de regarder sur un logiciel, je vais aller dans les documents avec vous directement, j'aime bien le faire. Parce que je pense que alors, les logiciels c'est super, mais aussi évidemment ne pas s'arrêter à un PER ou tout autre indicateur, mais regarder les documents financiers. Déjà parce que des fois il peut y avoir des petits bugs, et puis aussi parce que comprendre les 3 documents financiers, que ce soit le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie ou le bilan, je pense que c'est pertinent avant de mettre l'argent dans une entreprise que de les avoir ouverts et compris. En tout cas je serais pas à l'aise moi à mettre de l'argent durement gagné et taxé sur une entreprise juste en ayant regardé un PER sur un site, quoi. Et je pense que je suis pas le seul à pousser l'analyse un peu plus loin. Croissance sur le chiffre d'affaires de 16% et de 12% si on ne prend pas en compte les taux de change. Donc tiens, c'est amusant pour une fois. Souvent, c'est au désavantage des entreprises, le taux de change, quand on regarde notamment des boîtes françaises ou européennes avec l'euro. Là, c'est à leur avantage. Ok, cool. Bon, dans tous les cas, belle croissance de 12% et 16%. Bénéfices qui sont clairement en hausse aussi, les marges ont dû s'améliorer du coup, puisqu'on a eu plus de croissance, oui, tout à fait, marge, operating margin, pardon, de 58%. C'est rentable. Hein. Je vais juste regarder avec vous rapidement tout ce qui est trésorerie, qui n'est pas de souci. Alors, c'est pas une banque, c'est du transfert, c'est des paiements, des transactions, donc on pourra sans souci normalement regarder les free cash flow. Je pense pas qu'il y ait de dépôt ni rien. À vérifier évidemment dans votre analyse, hein, question à se poser, ne pas projeter sur les free cash flow si on est sur une banque avec des dépôts, mais bon, ça vous le savez. Cash et cash équivalent, tiens, le cash baisse un peu. Je le fais en direct, hein, je l'ai ouvert en même temps que vous, tout est bien que j'aime bien faire ça en direct avec vous et je prépare les vidéos évidemment, mais j'aime bien aussi que vous me voyez découvrir en direct, ça vous permet d'avoir mes réactions. Dette long terme qui en baisse, mais il y a quand même pas mal de dette, en tout cas plus que de cash, et la short term, il y en a beaucoup moins. Ok, cash issu d'opération, 2999 millions, donc on est dans le 3 milliards. Ah ouais, regardez le net income là-haut, hein. Oh, les marges sont très élevées. Je vais regarder avec vous rapidement. Stock-based compensation, il y en a peu. Ça, c'est cool. Ils ne se payent pas trop grassement à la direction et aux employés. Et les capex vont être très bas là-dessus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de capex. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est normal. Puisque, on n'est pas sur l'industriel ni rien. Dividende, on en parlait, hyper important. Ils peuvent parfaitement payer ce dividende. Hein. 2999 moins 154 et moins 136 si on ne veut pas réintégrer les stock-based compensation, donc les compensations à l'action que vous employez à la direction, ça paye très 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 largement le dividende. Et par contre, oula, ça a racheté plus d'actions que ce que ça pourrait. Après, on est en 3 mois, donc vérifier sur une année complète, peut-être qu'en 12 mois glissant, ça passe encore. Ça a l'air d'avoir utilisé pas mal de cash pour racheter les actions. Donc la direction pense certainement aussi que l'entreprise est sous-valorisée. Et si d'après votre analyse c'est le cas, et bien dans ce cas c'est positif. Alors je préfère toujours utiliser le cash pour investir, aller chercher de la croissance, mais là il y a déjà énormément de croissance, c'est une entreprise qui certainement investit aussi, donc à un moment faire du retour sur investissement via le rachat d'actions pour les investisseurs c'est pertinent, notamment sur les impôts comme vous le savez. On continue. Les valos du coup. Alors attendez, juste avant les valos, c'est quoi? On va peut-être quand même regarder rapidement juste les marges. Parce que là, tout ce qui est bilan et tout, je viens de vous le faire en direct. Donc je ne vais pas vous remontrer le bilan sur le logiciel. Je vais vous faire perdre du temps, c'est pas l'objectif. Hop là, je veux juste voir avec vous les marges, je vous disais, qui sont élevées, mais je les veux visuellement. Marge sur free cash flow. 50%, récemment 40%, 36%, les vrais points vraiment bas, une médiane à 43 sur 10 ans. Bravo, 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 très rentable. Donc ouais, rentable. Bilan quand même à surveiller, il y a beaucoup de dettes, mais il pourrait très rapidement la rembourser. Vous avez vu les free cash flow, c'est juste qu'ils payent du dividende à la place. Dividendes qui peuvent très largement payer, comme on le regardait ensemble ici, un taux de distribution sur les free cash flow sous les 20%. Et en face de ça, vous mettez les valos qui sont en train de baisser, de baisser, de baisser. On est actuellement sur du 13 fois le chiffre d'affaires, mais bon, vu les marges, c'est pas incohérent qu'on soit si haut sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, vu les marges. Prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel à 23 et prix par rapport au flux de trésorerie disponible sans réintégrer les compensations en actions à 26. Ce qui est pas si bas que ça. Cependant, on est quand même sur une boîte qui est sur du largement plus de 10% de croissance, vous allez le voir sur le chiffre d'affaires sur le long terme, et des marges impressionnantes. Vous voyez, hein, sur 10 ans, on est à 13% de croissance et des grosses marges. Donc oui, payer 25 fois les flux de trésorerie disponibles, ça ne me choque pas. Je ne paierai pas beaucoup plus. Mais en fait, on comprend pourquoi, quand j'avais fait l'analyse là, à 545, elle était encore un peu chère, parce que je me connais, j'ai l'habitude. J'ai dû mettre grand maximum, même prix à payer de 22,5, 25, très bien payé par le marché, par rapport au fait que je veux faire
une bonne affaire. Donc voilà, quand ça se payait 35, 40, me connaissant, c'était non. Et puis de toute façon, même il y a quelques mois, là, à 500 et quelques, c'était non. Aujourd'hui, on discute un peu plus. Et surtout, si vous regardez par rapport aux médianes, hein, vous êtes à une médiane de 38 sur le prix par rapport au flux trésorerie opérationnel contre 26 en ce moment. Le prix par rapport au flux trésorerie, pardon, c'était free cash flow, excusez-moi, à 37. C'était les opérationnels, on est à 33 contre 23 en ce moment. Donc les valos sont historiquement basses sur 10 ans, je ne peux pas le dire autrement. Ce qui va nous amener à la conclusion du coup, qui est que c'est un dossier très intéressant. Chiffres, quand j'entends chiffres, les documents financiers, ce que j'ai lu avec vous, solide. Valorisation en chute, pas en chute libre. Je pense qu'on est sur un prix où, évidemment, chacun fera ses projections, son prix cible, etc. C'est propre à chacun. Je vais certainement le faire aussi. Beaucoup parmi vous l'ont déjà fait, on en parlait. Et je comprends que vous y intéressez. Est-ce qu'ils vont prendre le tournant des moyens de paiement, etc. En gros, est-ce que le dilemme de l'innovateur qui est ce qui amène les peurs en ce moment sur l'entreprise, est-ce qu'ils vont prendre ce tournant? Parce que sur les chiffres, alors évidemment, on aime tous les bonnes affaires, si ça corrige un peu plus, on va pas dire non, mais je peux pas dire que c'est trop cher par rapport à l'historique, et même vu la croissance et les marges, si la croissance continue, ouais, je comprends qu'on s'y intéresse. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis après, hein, même moi je vais continuer l'analyse doucement. Alors je suis très long à me décider, ce qui n'est pas un souci, souvent les baisses peuvent continuer, et si je rate le train, j'ai plein d'autres actions en portefeuille. Mais je vous donne déjà des pistes de recherche, c'est l'objectif de ces vidéos, sachant que oui, c'est tout à fait une entreprise qui pourrait rentrer en portefeuille pour moi. Si un jour c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, actuellement je n'ai pas Mastercard en portefeuille, je commence l'analyse. Hein. Et par contre, c'est clairement plus des questions qualitatives, de narratifs. En gros, ce que je veux dire, c'est les narratifs de peur et d'euphorie sont poussés à l'extrême dans les deux sens. Là, on est clairement sur un marché pessimiste. Et la question à se poser, c'est est-ce que le petit texte que je vous ai mis avant là, sur beaucoup de choses que je vois quand même au quotidien, sur les paiements, les transactions entre les pays, sur faciliter plutôt que de se mettre en opposition parce qu'on aurait peur de quelque chose qui pourrait prendre une partie de notre business. Je sais qu'ils s'y travaillent. J'ai regardé déjà Visa et Mastercard, j'ai écouté les appels, j'ai commencé à rechercher. Ils y travaillent. Et donc, c'est très probable que le marché soit un peu trop pessimiste. Et c'est la question que j'inviterai tout le monde à se poser si on fait une analyse complète sur ce business, comme sur tous, c'est est-ce que ils vont en effet ne pas se faire disrupter. Et c'est la même question qu'on se pose en ce moment sur tous les logiciels, hein, et j'ai acheté des logiciels en portefeuille, même sur d'autres boîtes, on peut penser par exemple à toutes les entreprises dans l'IA, est-ce que les investissements vont être rentables? Vous avez Meta qui se fait massacrer en ce moment là-dessus, même des boîtes comme Microsoft aussi. Donc voilà, toute entreprise peut rencontrer des narratifs plus ou moins durs avec elle-même, ou rappelez-vous de Google en 2023, je ne vais pas encore vous refaire l'histoire, mais le narratif était très mauvais. Et personnellement, j'étais convaincu que Google n'allait pas se faire disrupter, donc je suis rentré. Et bah voilà, je vous pose cette question sur la table, je me la pose moi-même aussi. Très intéressant comme dossier. Franchement, je fais des documents directs avec vous. Je ne les avais pas fait en amont volontairement. Dans la vidéo school, on avait juste regardé avec le logiciel quand on en fait 5 par semaine. Et ouais, moi je comprends qu'on m'envoie des messages dessus et qu'on s'y intéresse. Très belle entreprise. Et ben voilà, une belle découverte tous ensemble en vidéo. En tout cas, moi je trouve le dossier pertinent. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.